Donald Trump. Nous allons maintenant débattre, décrypter ce qu'a dit le nouveau président. Les républicains de son parti l'ont trouvé présidentiel, enfin dans son rôle, et les démocrates ont estimé, eux, que ce n'était que des mots qu'il avait prononcés hier soir. Pour analyser, donc décrypter ce premier grand discours de Donald Trump, j'accueille sur ce plateau des spécialistes de la vie politique américaine. Jean Le Sieur, qui a longtemps dirigé la rédaction de France 24. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous vivez partiellement aux États-Unis. Michel Richard, qui est le directeur délégué de la rédaction du Point. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire, qui diffuse ce débat et ce décryptage dans le monde entier. Et puis Hubert Coudurier, bonjour, le directeur de l'information du Télégramme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on a assisté à un premier grand discours du président américain devant le Congrès, André Crétenant. Sur la forme d'abord, Donald Trump était-il enfin présidentiel comme l'ont indiqué les républicains, ses amis? On pourrait dire qu'il était un petit peu plus. C'est-à-dire, on l'attendait beaucoup sur la manière de s'exprimer, sur sa gestuelle, sur son discours. Évidemment, jusqu'ici, il s'en est pris aux journalistes, le quatrième pouvoir. Il s'en est pris aux juges qui ont cassé les arrêtés qu'il avait signés. Et là, il se trouve en fait là où est le vrai pouvoir, d'une certaine manière, c'est-à-dire au Congrès, avec cette image très intéressante, c'est-à-dire entouré des deux leaders des deux chambres. Donc il est dans un discours évidemment qui est beaucoup plus contenu. Il est contraint par l'exercice d'une certaine manière. Et cela dit, vous avez sans doute aussi vu à quel point il a fait venir des témoins, notamment la veuve du soldat Ryan, etc. Et donc c'était plutôt un discours sur la foi, la croyance, sur le fait qu'il va faire en sorte que l'Amérique soit de retour, et pas tellement un discours avec un programme précis. Donc je dirais beaucoup de verbes, pas beaucoup plus d'informations sur la fiscalité, sur l'immigration, sur le fameux mur, etc. Un discours mais pas de programme. On va regarder les différents points. Oui. On va regarder les différents points, mais tout d'abord, nous allons nous attacher à regarder un extrait. C'est l'éloge au fond d'une nouvelle fierté nationale. Donald Trump a dit: mon boulot ne consiste pas à représenter le monde, mon boulot consiste à représenter les États-Unis. On écoute Donald Trump, on en discute après. Un nouveau chapitre de la grandeur américaine s'ouvre. Une nouvelle fierté nationale traverse toute notre nation avec un grand élan d'enthousiasme qui met à notre portée des rêves impossibles. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le renouveau de l'esprit américain. Nos alliés vont constater que les États-Unis sont à nouveau prêts à être le leader. Toutes les nations du monde, que ce soit des amis ou des ennemis, vont constater que l'Amérique est forte, fière et libre. Et le peuple est venu par dizaines de millions. Il s'est uni. Et il a été uni par une exigence très simple mais essentielle, à savoir que les États-Unis doivent d'abord se préoccuper du sort de ses propres citoyens, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons rendre à l'Amérique sa grandeur. Jean Le Sieur, on vient d'écouter Donald Trump sur une éloge au fond d'une nouvelle fierté nationale. Est-ce qu'il est dans son rôle de président des États-Unis? On a vu que les démocrates étaient mitigés. Beaucoup ne se sont pas levés pour l'applaudir, ce qui est une nouveauté. On est dans le registre habituel de Donald Trump, qui est le registre de l'incantation. Qu'est-ce que ça veut dire? On est fier d'être américain, l'Amérique va redevenir fière, libre, comme si elle n'était pas fière jusqu'à présent, comme si elle n'était pas libre. On est vraiment dans les paroles verbales et, encore une fois, dans l'incantation qui, d'ailleurs, pour une fois, et moi j'étais un petit peu déçu par la tonalité générale du discours, on dit qu'il est devenu présidentiel. Non, il était dans l'incantation molle, absolument pas précise. Il est revenu sur des vieux thèmes de sa campagne où il a répété des choses. Ce discours qui était censé être un discours programmatique annonçant des choses concrètes, à part la confirmation de l'augmentation considérable du budget de la défense
Il ne nous a pas donné de précision sur comment il allait remplacer le Obamacare, qui devait être remplacé dans les premiers jours de son administration. Un certain nombre de choses comme ça. Donc, la fierté nationale, oui, très bien. En même temps, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant, puisque Steve Bannon, son conseiller, qui revendique justement le nationalisme américain, mais souvenons-nous de ce que disait Romain Gary, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et Trump est en plein dans ce registre-là, et c'est ce que, personnellement, moi, je trouve très inquiétant, et pour les États-Unis et pour le monde. Est-ce inquiétant, Hubert Coudurier ? La fierté nationale, le patriotisme, c'est évidemment quelque chose qui est très difficile à vendre en France, mais j'ai quand même trouvé effectivement qu'il était plus présidentiel que d'habitude. Si vous voulez, comme tous les grands narcissiques, Trump, il a besoin d'être cadré, et le système américain des checks and balances, des contre-pouvoirs commence à fonctionner, il commence à être dans sa folie, son ivresse de lui-même, il commence à être arrêté par les contre-pouvoirs que sont la justice, les médias, et donc il a fait référence à l'histoire, au roman américain. Et n'en déplaise à Jean Le Sieur, aux États-Unis, ça marche. Alors ça marche pour une partie de l'opinion, pas pour les démocrates dont l'accueil a été glacial, mais il me semble que malgré tous les sarcasmes qui l'accablent depuis longtemps, et le fait qu'il soit tombé à 38% dans l'opinion, ce qui est quand même extrêmement bas pour un président américain, cette prestation historiquement, mais pas voilà, n'était pas si ratée que cela. Mais pas chez ses supporters, effectivement. Il reste totalement populaire chez ceux qui l'ont élu, effectivement. Michel Richard, est-ce que c'est un personnage de roman ? Hubert Coudurier parlait d'un roman, d'un nouveau roman aux États-Unis en cours. Incontestablement, il y a absolument tous les ingrédients. D'un mauvais roman. En tout cas d'un roman, mais les ingrédients d'un roman, on ne fait pas de bons romans avec de bons sentiments, pas toujours en tout cas. Et de ce point de vue-là, c'est un personnage parfait, il y a tous les ingrédients, oui. Le côté évidemment inquiétant, hein, je ne vais pas dire le contraire, le côté inquiétant. Le côté va-t-il changer ? C'est un personnage insaisissable, malin, bien malin, et celui qui va pouvoir dire ce qui va se passer au cours de ce mandat. En tout cas, il est revenu aux fondamentaux dans ce discours. Le mur, les questions de frontières, on va l'écouter et on va décrypter ces fondamentaux après. En même temps, mon administration a répondu à l'appel du peuple américain visant à mettre en œuvre la sécurité de nos frontières et la restriction de l'immigration. En mettant enfin en œuvre notre législation sur l'immigration, nous allons augmenter les salaires, aider les chômeurs, économiser des milliards de dollars et rendre nos communautés plus sûres pour tous. C'est pour cette raison que nous allons bientôt démarrer la construction d'un grand mur sur notre frontière méridionale. Alors André Quatennens, ce mur fait partie des fondamentaux du discours de Donald Trump. Oui, absolument. On posait la question tout à l'heure, va-t-il changer ? Au fond, c'est la question que nous, en tout cas Européens, on se pose, avec un espoir d'une certaine manière qu'il va changer. Non, il ne va pas changer. Et c'est ça qui est intéressant. Et alors, c'est une des confirmations, parce que même s'il est dans un discours plus contenu et plus présidentiel d'une certaine manière, tous les thèmes sont là. Sur le traité, les traités internationaux, sur la question de la fiscalité, sur l'Obamacare, évidemment, et surtout sur la question de l'immigration. Ce n'est pas précis. On ne sait pas encore très bien comment il va gérer les choses. On ne sait pas exactement par quoi il va remplacer l'Obamacare. On ne sait pas très bien comment il va gérer cette question de l'immigration, qui est assez complexe en ce moment. Mais il ne change pas. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Une immigration au mérite. De toute façon, et ce mur, en tout cas, il va commencer à le construire, il va poser les briques de ce mur, même s'il n'arrivera pas à le terminer, mais il va le faire. Et de ce point de vue-là, il répond totalement à ceux qui l'ont élu. Et effectivement, sa popularité sur l'ensemble de l'Amérique n'est pas très importante maintenant. Il y a aussi beaucoup de contestations, mais... Alors, une immigration au mérite, Hubert Coudurier, une notion qui marque les Américains, ça. Le mérite, oui. Mais l'immigration aussi, c'est une tradition américaine. Alors, il renverse un peu les traditions. Maintenant, par rapport à ce que dit André, je ne sais pas s'il va appliquer tout ce qu'il fera, parce que j'ai l'impression, mais ça peut-être que Jean le comprend mieux que nous, le mur, c'est d'abord une dimension psychologique. Je ne sais pas s'ils le feront, il existe déjà en partie, mais... ça me paraît être un symbole de son action. Maintenant, je crois qu'il peut reculer dans un certain nombre de domaines.
Et puis son entourage peut aussi atténuer ses propos. On a bien vu Mike Pence, le vice-président à Munich, rassurer les alliés sur le maintien de l'OTAN. L'Obamacare, c'est un vrai problème, parce que c'est quand même quelque chose qui profite à 20 millions d'Américains. Donc il est quand même obligé, dans une certaine mesure, de tenir compte des bienfaits que ça apporte et de rétro-pédaler sur ce sujet. Jean Luciard. Mais, enfin, je me demande ce que nous sommes en train de raconter, parce que l'immigration, le mur, Obamacare, toute une série d'engagements que M. Trump a pris pendant la campagne. Il a dit en particulier, pendant toute la campagne présidentielle, Obamacare sera remplacé dans les premiers jours de mon administration. Or, ce même Donald Trump que tout d'un coup on semble trouver présidentiable, raisonnable, intelligent, etc., pas plus tard qu'avant-hier soir, à la télévision, disait « Je ne me rendais pas compte à quel point le système Obamacare était compliqué et difficile à changer. » Voilà donc un homme que vous trouvez tout d'un coup présidentiable, qui, en quelques jours, avoue qu'il a dit n'importe quoi pendant la campagne. Alors, Michel Richard, ça c'est l'apanage des campagnes électorales. Oui, mais ça c'est Jean Le Sieur qui découvre qu'on fait des campagnes électorales en vers et que l'on gouverne en prose. Et que même quand on est au pouvoir, on peut devenir dyslexique. Donc effectivement, il y a un apprentissage. Tout est propre à l'Amérique. Mais naturellement, tout est... Et je reviens sur le mur. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous de la politique américaine, alors je me garderai de tout pronostic. Mais c'était évidemment une des mesures phares de sa campagne. Comme en France, chaque candidat à la présidence doit avoir une mesure phare et puis il doit plus ou moins la satisfaire, plus ou moins. Alors c'était, il faut travailler plus pour gagner plus, c'était la taxe des 65%, c'est le revenu universel aujourd'hui, etc. Donc c'est du n'importe quoi. Mais souvent du n'importe quoi, bien entendu. Mais la politique et les campagnes électorales, alors on peut le regretter, naturellement, nous qui sommes des êtres de raison, nous le regrettons, mais néanmoins c'est ça, c'est beaucoup de psychologie et beaucoup de symboles. Voilà. On a le sentiment qu'il n'a pas encore fait complètement l'expérience de la politique, d'une certaine manière. On l'a vu signer des décrets, on l'a vu ensuite en difficulté face aux juges. En revanche, c'est vrai que là, dans son discours sur l'Obamacare, je trouve qu'il a commencé à dire que c'était un peu plus complexe qu'il ne l'imaginait. Et d'ailleurs, il a fait appel aux démocrates. C'est un des rares moments. C'est un des rares moments où il a demandé l'appui des démocrates. On va décrypter ce qu'il a dit sur l'Obamacare. Un des autres fondamentaux, c'est le terrorisme, évidemment, qui a été extrêmement important dans ce discours. Il annonce qu'il allait travailler avec de nouveaux alliés musulmans pour démolir Daesh. On écoute Donald Trump au Congrès hier au soir. Nous avons vu les attaques sur le sol américain, de Boston à San Bernardino, au Pentagone et même au World Trade Center. Nous avons observé les attaques en France, en Belgique, en Allemagne et à travers le monde. Il ne s'agit pas de compassion, mais c'est tout simplement irresponsable de permettre les entrées non contrôlées d'endroits où il n'est pas possible de procéder à des contrôles en bonne et due forme. Les personnes auxquelles est consenti l'honneur d'être admis aux États-Unis doivent soutenir ce pays, aimer son peuple et ses valeurs. Nous ne saurions permettre une tête de pont du terrorisme d'être formée sur le sol américain. Nous ne pouvons pas permettre que notre nation devienne un sanctuaire pour les extrémistes. C'est pour cette raison que mon administration a travaillé à l'amélioration des procédures de contrôle et nous allons bientôt prendre de nouvelles mesures pour préserver la sécurité de notre nation et ne pas permettre à ceux qui souhaitent nous porter du tort de pénétrer sur le sol américain. Comme je l'ai promis, j'ai donné instruction au département de la Défense d'élaborer un plan pour démolir et détruire l'État islamique, un réseau de sauvages qui a massacré les musulmans, les chrétiens, les hommes, les femmes de toutes les confessions. Nous allons travailler avec nos alliés, y compris nos amis, nos alliés dans le monde musulman, afin d'éliminer cet ennemi odieux. Hubert Coudurier, de nouveaux amis, de nouveaux alliés pour Donald Trump. Et pour il a dit les combats mesquins sont derrière nous. Bon, le combat contre le terrorisme, c'est un combat qui fait l'unanimité. Et il veut augmenter le budget de la défense, qui est déjà assez important aux États-Unis, même très important, de 10%.
Il veut, en contrepartie, réduire l'aide internationale. Bon, l'aide internationale aux États-Unis, ça passe peut-être par le Peace Corps, c'est un certain nombre d'organismes. Enfin, c'est pas comme la France. Et puis la diplomatie verra sans doute ses crédits, le département d'État, un peu rogné. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Et il est dans la ligne qui a été tracée par... Les nouvelles alliances, quand même. Oui, alors j'ai vu, mais je ne sais pas exactement ce qu'a dit George Bush, qu'il contestait quand même l'approche du nouveau président. Mais c'est peut-être la partie la moins contestable de son discours. Alors, malgré tous ceux qui le caricaturent, et notamment les médias, qui le dépeignent en robe de chambre, errant dans les couloirs de la Maison-Blanche, à qui il interdit les points de presse, et qui, effectivement, sont en guerre contre lui. Des contours quand même assez flous, Jean Le Sueur. Mais complètement flous. Pas une seule allusion dans ce discours à son décret sur les 7 pays dont les ressortissants ne pourront plus venir aux États-Unis. Quand on dit que le combat contre le terrorisme, c'est clair et il n'y a aucune espèce de question là-dessus, son propre secrétaire à la Défense, le général Mattis, s'est publiquement exprimé il y a 48 heures pour dire que ce serait une grave erreur de réduire, comme Trump veut le faire, les crédits du département d'État, parce que ce général Mattis, qui s'y connaît un petit peu en matière de conflits internationaux, a dit, pour empêcher la guerre, il faut évidemment préparer la paix. La diplomatie est quelque chose d'extrêmement important. Quand on parle de présidentialisation du candidat Trump, en fait, on oublie que les contradictions au sein de son administration sont légion. Et les contradictions dans sa tête confine à l'incohérence absolue. Michel Richard, c'est aussi le cas en France souvent dans les partis politiques et dans les alliances politiques. Mais bien sûr, mais ça n'est pas excuser Donald Trump que de montrer, que de dire que malheureusement, c'est peut-être une des maladies d'ailleurs de la démocratie. Je ne sais pas dans quelle mesure cette maladie attentera à la nature et même à la pérennité des démocraties, ou bien si ça en est une des conditions naturellement regrettables, mais qui fait que tous les accords, même les plus incohérents, toutes les phrases, même les plus stupides, sont dites. Hélas, hélas. Et les États-Unis ne sont pas le seul terrain, malheureusement, où ces vilainies se disent. Et les États-Unis ont eu un certain nombre de présidents qui étaient complètement cinglés. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Lui-même en joue outrageusement. Et c'est le fait que tout soit sur la table aujourd'hui. Mais je vous trouve tout de même extraordinairement indulgent, parce que c'est vrai que... Ah non, là, il n'était pas indulgent. Non, mais extraordinairement indulgent avec Trump. Cynique, réaliste, oui, indulgent, non. Mais que George Bush lui-même, le dernier George Bush, donne l'interview qu'il a donnée à NBC. Qui a mis le Moyen-Orient à feu et à sang. Hein. Oui, il a mis le Moyen-Orient à feu et à sang, mais que George Bush lui-même, et justement parce qu'on peut faire de nombrables critiques contre George Bush, mais que qui passe pour un modéré du coup. Que lui-même souligne à quel point les 100 premiers jours de l'administration Trump, d'ailleurs on n'est même pas encore à 100 jours, soient à ce point désastreux. Moi, je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Oui, mais vous savez, François Mitterrand avait dit de Jacques Chirac qu'il sera la risée de la planète. Hein. Donc chaque président, en général, considère que son successeur ne le mérite pas, ne le vaut pas. Oui, mais quand on se présente et qu'on se fait élire sur le programme de Make America Great Again, comme a fait Donald Trump, on peut avoir un niveau d'exigence qui dépasse celui de la simple prise de conscience que, au fond, la politique... Au-delà de cette lecture intellectuelle, il faut voir aussi ce qui se joue aux États-Unis et qui est annonciateur, peut-être, de la France dans une dizaine d'années. En fait, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. C'est vrai que en ce qui concerne les relations internationales, et aussi d'ailleurs dans le domaine économique, c'est là où on ne sait pas très bien. Il y a les négociations sur la Syrie à Genève en ce moment. On ne sait pas très bien encore quel rôle l'Amérique va jouer. Alors justement, l'Amérique elle-même ne le sait pas. La partie volet économique du discours de Donald Trump hier soir devant le Congrès, la réforme de la fiscalité qu'il indique comme étant historique. On l'écoute, on en débat après. Actuellement, les entreprises américaines sont taxées au taux le plus élevé du monde. Mon équipe économique est en train de préparer une réforme de la fiscalité qui va réduire le taux d'imposition de nos entreprises pour qu'elles soient compétitives dans le monde entier et par rapport à toutes les entreprises. Ce sera
une forte réduction de taxes et nous allons également réduire les impôts des classes moyennes. Il faut qu'on crée des conditions d'égalité pour les entreprises américaines et les travailleurs américains. Actuellement, quand on exporte des produits, beaucoup d'autres pays nous font payer des tarifs et des impôts et des taxes, mais quand nous importons des produits étrangers, nous leur faisons payer presque rien. André Crête-Nant, des annonces sans annonce réelle. Absolument. Avec une situation assez étonnante parce que le commerce international aujourd'hui, évidemment, ne répond pas aux mêmes règles qu'il y a 20 ans ou 30 ans. On est dans des économies qui sont incroyablement interconnectés. Je crois que lui-même, Trump, fait produire certains de ses produits en Chine. Donc voilà, je ne sais pas très bien. Voilà, je sais pas très bien comment il va gérer ça. Et peut-être que c'est un des points qui effectivement va susciter un peu d'interrogation dans le monde, une certaine inquiétude aussi. Sa politique fiscale aussi, et surtout sa politique d'investissement peut avoir des effets sur les taux d'intérêt. Je pense que l'Europe pourrait aussi souffrir de taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est une partie qui est encore très floue. Mais c'est peut-être aussi un peu tôt, là, pour le juger. Mais c'est sûrement trop tôt, mais là aussi, pour préciser un petit peu les choses, moi j'aimerais qu'on m'explique la cohérence d'un programme économique qui promet des réductions gigantesques d'impôts et pour les entreprises et pour les classes moyennes, et qui promet en même temps une augmentation considérable du budget de la défense, un plan absolument extraordinaire de reconstruction de toutes les infrastructures du pays, les routes, les aéroports, les gares, les services publics, etc. Comment fait-on ça? La tendance suivra, disait le général de Gaulle. Est-ce que ce n'est pas une question universelle en France, dans toute élection, Michel Richard, je me tourne vers vous. Je vais me faire haïr par Jean. Est-ce qu'on n'est pas dans ce débat en France? Mais naturellement, quand tu regardes les programmes, pardon de l'adresser à toi, les programmes de nos candidats, tu as 1000 incohérences économiques. 1000, où tu as des sommes faramineuses d'économies budgétaires et des sommes faramineuses de dépenses aussi, d'investissements. Non financées. Le tout, non financé. Le tout, et c'est le côté mythique de notre campagne, c'est que on espère créer je ne sais quel cercle vertueux où la reprise de la croissance cela créera des ressources formidables ailleurs qui permettront de... Va savoir, allez savoir. Mais il y a une petite différence entre la France et les États-Unis, tout de même, c'est que les États-Unis, c'est le pays du dollar, et une des manières que Trump peut utiliser pour s'en sortir, c'est de faire marcher la planche à billets, d'imprimer des milliards de dollars et de détruire tout le système financier international, puisque la Chine détient, si je ne m'abuse, la plupart des dollars que les Américains doivent au monde. Hubert Coudurier, dans un instant. Au fond, au chiffre important, c'est les 1000 milliards pour les infrastructures qu'il veut financer grâce à des capitaux à la fois publics et privés. C'était ce qu'il a dit hier soir devant le Congrès. On écoute cet extrait-là. Pour lancer notre reconstruction nationale, je vais demander au Congrès d'approuver des lois qui va permettre à 1000 milliards d'investissements dans les infrastructures financées par des capitaux privés et publics pour créer des millions d'emplois nouveaux. Cet effort sera inspiré par deux principes de base. Acheter américain et embaucher américain. Voilà, Hubert Coudurier, c'est au fond la seule réforme annoncée, véritablement chiffrée. Quiconque a pris la route aux États-Unis, c'est que c'est plein de nids de poules, que dès qu'il y a une petite tempête, il y a un pont qui s'écroule, donc il y a des besoins en infrastructure.
Alors, c'est aussi l'avocat du big business, hein. Enfin, pas plus que la famille Bush qui était l'avocate de l'industrie pétrolière. Le vrai problème, c'est le problème de la régulation sur les grands traités, sur le climat. Et là, effectivement, il a dit des choses qui peuvent sembler totalement excessives, mais sur lesquelles il va revenir. Parce que contrairement à ce que dit Jean Le Sieur, il fait aussi le lien entre le peuple et les élites. Donc, quelque part, il adapte, et ça, c'est la force des États-Unis. Ils savent s'adapter à la mondialisation, et il le fait d'une façon assez brutale. Mais jamais les États-Unis n'ont été aussi divisés. On a en France des débats sur l'identité ça fait 10 ans qu'on dit ça. On l'a vu au Congrès, malheureuse. on a vu, c'est une image symbolique. C'est extraordinaire de voir à quel point on aurait dit l'Assemblée nationale française du temps du Parti communiste, de l'Union de la gauche et puis la droite, où vous avez une moitié entière du Parlement qui reste assise alors que le président parle. Merci Jean Le Sieur. On va regarder maintenant un extrait sur l'Obamacare, qui est évidemment un gros morceau des promesses de Donald Trump, et on en discute dans un instant. Ce soir, je demande aussi au Congrès d'abroger la loi sur la protection des patients et les soins abordables, c'est-à-dire l'Obamacare. Et de remplacer l'Obamacare par des réformes qui donnent plus de choix, qui baissent les coûts et offrent une meilleure soin de santé, de meilleure qualité de soins de santé. Donner à chaque Américain la possibilité d'acheter une assurance santé financée par le gouvernement n'était pas la bonne solution. Pour que l'assurance santé soit disponible à chacun, abordable, il faut réduire le coût de l'assurance santé, et c'est ce que nous allons faire. Michel Richard, abroger, remplacer l'Obamacare, axe principal de Donald Trump maintenant. C'est parce que c'est difficile. Et je ne vais pas parler de l'Obamacare, il y a plus compétent que moi ici, mais quand je fais la relation évidemment avec la France, on s'aperçoit exactement de la même chose. Regardez le programme simplissime, radical de François Fillon, marche arrière toute, et puis on dit non, on va retravailler, on revoit des gens. Et évidemment, ces systèmes... différents, mais même problème. Oui, parce que c'est quelque chose qui ne peut que croître dans les dépenses. Alors comment on finance ça? Jusqu'où on s'arrête? Nos candidats nous promettent de nous rembourser chaque lunette, chaque appareil dentaire, etc. C'est très bien, mais comment on paie ça? Et nos candidats, franchement, ne sont pas d'une clarté absolue, ni très convaincants là-dessus non plus. Et là encore, sur Obamacare, deux choses rapides. Il faut rappeler d'abord que Obamacare a été inventé par un gouverneur républicain du Massachusetts qui s'appelait Mitt Romney, qui a été candidat à la présidence des États-Unis et qui, dans le Massachusetts, a fait un système sur lequel Obamacare a été modelé. Ensuite, les promesses de Trump, pourquoi est-ce que Obamacare ne marche pas très bien? Parce que les compagnies d'assurance ont des tarifs absolument colossaux et parce que les laboratoires pharmaceutiques ont des tarifs absolument colossaux pour leurs médicaments. Est-ce que Donald Trump va s'attaquer au lobby des laboratoires pharmaceutiques et des compagnies d'assurance médicale? Alors là, j'aimerais savoir... Pas plus que Barack Obama ne s'était attaqué à Wall Street après la crise des subprimes. Voilà. Merci messieurs, j'en profite. Jean Le Sieur, pour parler de votre livre, Un meurtre à Georgetown. C'est la CIA et l'amour caché de Kennedy. Voilà, qui vient de sortir et donc qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Vous l'avez écrit en combien de temps? En quelques mois. Merci beaucoup. Jean Le Sieur, vous avez dirigé la rédaction de France 24 longtemps. Merci André Quatennens, directeur de l'information de TV5 Monde. Merci Hubert Coudurier du Télégramme, directeur de l'information. Et merci aussi Michel Richard, directeur délégué de la rédaction du Point, d'avoir décrypté, analysé ce premier grand discours du président américain hier dans la nuit, au Congrès à Washington. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde tous ensemble. Alors si j'étais président, ma première réforme concrète et positive, ce serait d'adopter un changement radical dans les énergies renouvelables,
D'autant plus que la France est un pays côtier qui peut accueillir énormément d'énergie éolienne, d'énergie avec les marées. Et ce sera un grand pas pour la préservation de la planète et pour la préservation des générations futures. D'autant plus que c'est un milieu qui pourrait accroître énormément le milieu de l'emploi et créer beaucoup d'emplois. Donc ça serait bénéfique à tous les secteurs en France.